Cette très étrange affaire de disparition inquiétante d'un enfant en bas âge a secoué tout le pays et continue encore à le faire. Car dès le début, tout a été entrepris et tout ce qu'il est possible et envisageable de faire l'a été, très vite et très méticuleusement. Et pourtant, à ce jour, le petit garçon de 2 ans et demi, prénommé Émile, n'a pas été retrouvé. Les enquêteurs de la gendarmerie, les proches, les amis et bénévoles mobilisés ne baissent pas les bras, même si le temps, hélas, passe, inexorable et impossible à arrêter. Avec le recul, les pistes déjà explorées ont été réexaminées, une seconde fois, à l'aune d'éléments nouveaux. D'autres pistes n'ont encore percé au moment du traitement à chaud du sujet. En plein été, ont été étudiées. D'autres encore le seront, inlassablement, dans les temps prochains. Essayons donc, en ce tout début d'année 2024, de faire un point d'étape aussi précis et factuel que possible, avec les seuls éléments dont nous disposons et sans entraver nullement l'enquête judiciaire toujours en cours sur cette terrible affaire qui n'est pas, à ce jour, résolue. 300 scellés judiciaires ont déjà été réalisés, 900 signalements ont été vérifiés, en France et en Europe. 500 personnes ont-elles été auditionnées pour le moment. Le petit Émile a eu 3 ans en novembre 2023. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'affaire de la disparition du petit Émile. Avant de commencer, il faut savoir que dans la même région, 2 disparitions ont déjà eu lieu, toujours non élucidées. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser à l'affaire de la disparition du petit Émile. Et dans un deuxième et troisième temps, nous allons nous intéresser à la disparition de Yanis ainsi que de Mathieu. Pour cette vidéo, je serai en collaboration avec la chaîne Lily 911. Nous voici donc plongés, en plein cœur de l'été 2023, dans le sud de la France, dans le département des Alpes de Haute-Provence, plus précisément dans le petit village du Vernet. Sa population sédentaire est de 125 âmes, avec tout de même quelques renforts l'été. Tout en haut du village, perché à 1200 mètres d'altitude, sur les berges de la baie, cette rivière de montagne qui ira grossir plus bas en aval la Durance et, partant, le Rhône, se trouve à un mot en impasse, le Haut-Vernet, tout juste 25 habitants à l'année. La route, déjà étroite et sinueuse, qui vient desservir ces lieux depuis la vallée, ne va pas plus loin. D'ailleurs, les 125 habitants permanents des 2 hameaux se connaissent tous. Été comme hiver, entre les prés immenses et les 700 hectares de forêt, ils accueillent skieurs, randonneurs et amoureux de la nature, tant le site est exceptionnel, avec l'accès à la vallée de la Blanche et les stations de ski essentiellement familiales du Grand Puy, de Saint-Jean-Monte-Clare ou encore de Chabanon, au cœur du majestueux massif montagneux des 3 évêchés. Mais la commune est aussi connue pour avoir partagé récemment un fait divers tragique. C'est en effet non loin d'ici, mais de l'autre côté de la montagne, sur la commune de Prades-Haute-Bléone, que le copilote d'une compagnie aérienne allemande précipita l'Airbus qui reliait alors Barcelone en Espagne à Düsseldorf en Allemagne, le mardi 24 mars 2015 dans la matinée. Si vous ne connaissez pas cette affaire, je vous invite à regarder ma vidéo sur ma chaîne.
L'un des accès le plus commode et le plus pratique pour les secours, mais non loin compliqué et tortueux, car créé alors de toutes parts par le génie militaire, était par les deux hameaux du Bas, Vernet et du Haut-Vernet, et de la commune de Seine-les-Alpes, située un peu plus haut. Ceci explique donc cela. Et du coup, les gendarmes et les sapeurs-pompiers locaux connaissent bien cette montagne, magnifique mais exigeante et impitoyable. Nous sommes le samedi 8 juillet 2023, au milieu d'une après-midi chaude et sèche de plein été. Le petit Émile est en vacances, depuis le matin même, chez ses grands-parents maternels, Philippe et Anne, dans la grande maison familiale du Haut-Vernet, bâtisse acquise dans les années 2000. Il connaît bien les lieux pour y être déjà venu souvent et, tout naturellement, il s'y plaît. Émile est un petit garçon blond aux yeux bruns, vif et très éveillé, curieux de tout, âgé alors de 2 ans et demi et mesurant juste 90 cm. Il est le fils aîné de Marie et Colomban, domicilié à la Bouilladisse, une commune de 6000 habitants située à 30 km de Marseille. Il a aussi une petite sœur qui n'est pas ici aujourd'hui, sa maman ayant préféré la garder avec elle. Notons que ce jour-là, dans la grande maison familiale, il y a foule et agitation. Mais c'est comme d'habitude dans ces maisons familiales, riches de vie et de générations qui se croisent. En effet, chez les grands-parents, généreux de cœur et de passion, 8 de leurs 10 enfants sont là, sans compter certains des petits-enfants. Cela fait du monde. Marie, la plus âgée de leurs enfants et mère d'Émile, est repartie après avoir déposé son fils. Durant toute la matinée de ce samedi 8 juillet, la fratrie des oncles et tantes d'Émile est particulièrement occupée à construire des cabanes pour les enfants et leurs jeux d'été, un peu plus en hauteur que la maison de famille, en direction du col du Labouret. Vers 17h, alors qu'il fait encore beau et chaud, le petit Émile, qui avait fait une petite sieste depuis le tout début d'après-midi, jouait encore dans le jardin de la maison. Il devait partir en promenade avec une partie de la famille. Philippe, le grand-père, après avoir fait un peu de bricolage, à 10 mètres de l'enfant, dit-il, charge dans le coffre de sa voiture des piquets et du fil électrique pour clôturer un pré où sont parqués ses chevaux. Émile, naturellement intéressé, doit accompagner les grands-parents là-haut à bord du véhicule tout-terrain, seul adapté à circuler sur ces chemins. Mais, curieusement, Émile n'est pas là au moment de se mettre en route, ce qui surprend quand même le grand-père et les autres membres de la famille. En fait, le petit garçon, vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc, formellement identifié, a été vu pour la dernière fois marchant seul vers 17h15 par 2 témoins, un adolescent et un homme d'une 60aine d'années, dans l'impasse du Haut-Vernet, en forte pente descendante, à une 20aine de mètres à peine de la maison familiale. Il n'a pas attiré leur attention, rien d'anormal ne se produisant à leurs yeux. Le grand-père a été vu tout près. L'enfant était en train de marcher, calmement, seul, sans que quiconque puisse deviner ses intentions. Si tant est qu'il en avait. Il n'est pas impossible qu'il ait souhaité rejoindre seul la cabane construite dans la matinée et située en contrebas. Après 45 minutes de recherche tout azimut, recherche menée par tous les membres de la famille, rameuté sur place, accompagné des premiers voisins, le grand-père signale la disparition de l'enfant à la gendarmerie des Hautes-Alpes. L'appel est reçu et enregistré à 18h12 très précisément au centre opérationnel de la gendarmerie à Digne-les-Bains.
Le personnel de permanence qui prend l'appel comprend très vite la gravité de la situation et rend aussitôt compte à l'officier supérieur de permanence qui engage, sans tarder, car la nuit va quand même tomber dans quelques heures, de très gros moyens de recherche et d'enquête. Même si 1 heure de temps a déjà été perdue. Précisons à ce stade de notre récit que la disparition d'un enfant, a fortiori de cet âge-là, Émile n'a alors que 2 ans et demi, est toujours présumée très inquiétante. Tout le reste devient donc accessoire et toute l'attention se concentre sur ce fait tragique. Les brigades territoriales de gendarmerie de la Javie et de Seine-les-Alpes, géographiquement les plus proches dans ces régions escarpées et reculées, sont les premiers qui arrivent sur place au hameau. Elles recueillent aussitôt les premiers éléments précieux qui orienteront utilement l'enquête ouverte par le parquet de Digne, tenu informé en temps réel par les enquêteurs de la gendarmerie. Tous les personnels de la gendarmerie qui arrivent sur les lieux, souvent à bord de véhicules adaptés aux conditions de circulation délicates, sur ces chemins étroits, escarpés, une quarantaine au total, sont immédiatement rassemblés sur la place communale et sont placés sous l'autorité du patron. Comprenez l'officier supérieur commandant, tous les personnels de la gendarmerie du département des Alpes de Haute-Provence. Lui-même a déjà fait le point avec le général, commandant l'ensemble des personnels de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à Marseille, au cas où il aurait un besoin avéré de moyens supplémentaires, ce qui va effectivement se réaliser très vite. Les unités de la police nationale, surtout à Digne-les-Bains, la préfecture est la ville la plus proche, disposant d'un commissariat, sont informées elles aussi en temps réel. Toutes les chances sont ainsi mises du même côté. Dans l'heure qui suit, avant 19 h, des patrouilles de toutes les unités du groupement de gendarmerie départementale des Alpes de Haute-Provence, y compris les PSIG, ces pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, renforts précieux s'il en est, ainsi que les équipes motocyclistes, tout-terrain et les équipes cynophiles en alerte, ou celles qui ont été rappelées, une dizaine en tout, rejoignent dans la soirée le site de la disparition présumée et entreprennent des recherches méthodiques et ciblées, dès avant la tombée de la nuit. C'est essentiel car on sait que les premières heures de recherche sont fondamentales. Et justement, plusieurs chiens pisteurs, circulant isolément sous la conduite de leur maître, perdent la trace de l'enfant, à hauteur du lavoir communal, en contrebas du chemin vicinal, là où l'enfant aurait été aperçu pour la toute dernière fois. Ils marquent sur place, tournent puis reviennent. On sait dire à ce moment-là que l'enfant est passé là, ou au moins tout près de là. Mais après cela, c'est la grande interrogation et la grande inquiétude. L'opération est relancée dès le lendemain, avec le même comportement de la part des premiers chiens, puis d'autres chiens fraîchement arrivés. Un premier, puis un second hélicoptère bleu des forces aériennes de gendarmerie. Le premier basé à Digne-les-Bains, durant l'été, le second venant d'un peu plus loin, tous deux équipés de caméras thermiques, survolent longuement la zone supposée de la disparition de l'enfant, jusqu'à la tombée de la nuit. Mais malheureusement en vain. Ils ne repèrent rien. À la tombée de la nuit, ils rentreront à leurs bases respectives et, le plein fait, reviendront reprendre leur balai structateur aux premières lueurs de l'aube dès demain. Ils seront, ce matin-là, rejoints par un troisième appareil bleu des forces aériennes de gendarmerie, venu, lui, de la section aérienne de la gendarmerie basée à Toulon hier. La mairie du Vernet devient très vite, et d'évidence d'ailleurs, le centre de crise du village, et la salle des mariages devient le poste central opérationnel. On y amène au plus vite chaises, tables, tableaux, lignes électriques et téléphoniques, bref, tout ce dont les secouristes et les gendarmes enquêteurs ont besoin dans l'immédiat.
On n'avait encore jamais vu tel déploiement de moyens au village. Le service départemental d'incendie et de secours des Alpes de Haute-Provence, le SDIS, par le biais de l'officier supérieur commandant des opérations de secours, s'est rendu sur place avec son véhicule de commandement et un poste mobile opérationnel déplacé au plus près des lieux. De concert avec les gendarmes, il engage lui aussi de très nombreux moyens en hommes et en matériel et en place d'or et déjà d'autres en alerte. Lui aussi en aura besoin. Dès le lendemain, le dimanche 9 juillet 2023, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains ouvre une enquête pour disparition inquiétante de mineurs. Il co-saisit la section recherche de la gendarmerie à Marseille, spécialisée dans les enquêtes judiciaires particulièrement complexes, et le groupement de gendarmerie départementale des Alpes de Haute-Provence, notamment la brigade des recherches de la gendarmerie de Digne-les-Bains, territorialement compétente. Il donnera également une conférence de presse en fin de journée, devant la salle communale tout près de la mairie. Mais aux grandes dames des journalistes, nombreux, accourus ici dans ce petit village, il n'y a que très peu d'éléments à leur communiquer. Tout ce qui leur annonce, ils l'ont déjà appris, qui par des indiscrétions, qui par le recueil des témoignages ici et là, pas toujours vérifiés ou avérés. Soyons prudents en la matière. Le préfet du département est là aussi, signe que l'affaire est désormais prise très au sérieux. Mais personne n'en a jamais douté vraiment. Il est notamment le coordonnateur de l'ensemble de la logistique et de moyens spéciaux à réquisitionner et à faire venir sur place. Plus tard dans la matinée, un tout premier appel à témoins est lancé et il est très largement relayé par tous les médias qui, dès la veille, occupent le village et les villages alentours. Qui d'ailleurs, parmi nous, n'a pas oublié le visage souriant de cet enfant porté disparu. De sombres prédictions, souvent malvenues et, disons-le, plutôt fantasques, font même un lien avec l'affaire Gaston Domenici, qui avait longtemps fait la une des médias durant l'année 1952, dans ce même département des Alpes de Haute-Provence, où toute une famille britannique, père, mère et fillette, avait été assassinée sauvagement au bord d'une route lors d'une nuit d'août. Mais c'était tout au sud du département, et les circonstances n'étaient pas de tout les mêmes. Mais pour autant, on ne saura jamais taire les bruits et les rumeurs. Les équipes cynophiles de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, ceux-là même qui ont déjà beaucoup cherché durant la soirée et une grande partie de la nuit, sont renforcés par les équipes cynophiles des départements voisins, venus parfois même hors région. Ainsi, des chiens pisteurs au flair exceptionnel, des chiens malinois et des Saint-Hubert arrivent-ils en toute célérité d'unités de gendarmerie plus lointaines, mais aussi du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie à Gramat, dans le département du Lot. Là aussi, c'est une toute nouvelle méthode de travail. Les premières investigations, plutôt classiques dirons-nous, commencent dès l'aube. Fouille des lieux sur un premier cercle concentrique de 5 km de rayon. Fouille des maisons et dépendances du hameau, au plus près du domicile des grands-parents. Effondrés et on le saurait à moins à leur place. Fouille des chemins alentours, des fermes isolées ou abandonnées et parfois même fermées. Mais on ouvre malgré tout, juridiquement couverts, des fontaines, ruisseaux, lacs, mares, etc. Parallèlement, mais cela n'est pas rendu public pour d'évidentes raisons de confidentialité et de discrétion, gage aussi d'efficacité, des enquêteurs de la gendarmerie s'attachent à reconstituer, autant que faire se peut, les différents itinéraires supposés empruntés par l'enfant. Aussi le contexte familial, l'organigramme familial des membres présents le samedi, la disposition des lieux et des choses, toujours la veille au moment de la disparition, soit à 17h15. Une modélisation de sa capacité de déplacement, à sa vitesse d'enfant, en bas âge, est réalisée et testée à maintes reprises. Le contexte familial est aussi scruté avec attention.
Certains détails retiennent l'attention des enquêteurs de la gendarmerie, sans créer de lien avéré vers la disparition inquiétante du petit Émile. C'est l'arrivée, dans les années 1960, de ce couple dans la vallée, d'abord au lieu dit Boulard, que la commune voisine de Beaujeu, où leur première maison a curieusement brûlé. C'est l'autorité naturelle, très forte, de la grand-mère, institutrice très redoutée et crainte de tous. C'est enfin ce jeune homme retrouvé décédé au pied de leur maison, là-bas, quelques années auparavant, sans qu'on s'explique comment et pourquoi il y est décédé. C'est enfin le caractère dit à l'emporte-pièce du grand-père, qu'on a toujours qualifié d'acariâtre et d'invivable en société. Mais pour autant, ils n'en deviennent pas des suspects tout désignés. Au hameau, une véritable logistique lourde, digne de l'organisation d'un très grand événement, s'organise. Il faut, en effet, et c'est d'une évidence banale, soutenir au mieux les gendarmes, sapeurs-pompiers, secouristes, aidants de toutes sortes, pour qu'ils puissent durer dans le temps. D'autant que des renforts vont encore arriver pour parfaire les fouilles. Ainsi, un escadron de gendarmerie mobile, fort de 85 personnels, en alerte, va-t-il arriver incessamment et se déployer dans ce secteur escarpé, difficile d'accès. Et c'est pareil pour les sapeurs-pompiers, qui attendent le renfort imminent de moyens régionaux très spécialisés. Tout le monde craint en effet que cela puisse durer dans le temps, sous la chaleur et la sécheresse de ce beau mois d'été. Le lundi 10 juillet, le préfet, assisté du procureur de la République et des enquêteurs de la gendarmerie, organise une nouvelle conférence de presse et un point d'actualité à destination des journalistes et de l'ensemble de la population. Dès 6 heures du matin, les fouilles avaient repris, ainsi que les patrouilles, les survols en hélicoptère et au moyen de plusieurs drones, particulièrement performants des gendarmes. Il annonce la fin des battues citoyennes, car tout ce qui a pu être fouillé, visité, retourné, vérifié, l'a été plusieurs fois. Aucun indice, pas le moindre, n'a été relevé. Dès le lendemain, les battues classiques, celles où près de 900 bénévoles se sont relayés en soutien des enquêteurs de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, seront remplacées par les fouilles et ratissages judiciaires plus ciblés et menés plus en profondeur. Car on va ainsi progressivement aller au-delà du cercle des 5 kilomètres. Mais cela ne donne rien. Et hélas, la sinistre prévision s'était avérée juste. De jour en jour et jusqu'au lundi 17 juillet, les recherches vont se poursuivre tout azimut. Jusqu'à 800 bénévoles venus de partout, y compris des vacanciers, viendront renforcer les groupes de recherche, pilotés chacun par un gendarme. Un quadrillage méthodique, méticuleux, organisé en cercles concentriques, s'éloignant petit à petit du cœur du hameau et entrepris. Dans les airs, la noria des hélicoptères bleus des forces aériennes de la gendarmerie, épaulés par le balai des drones, eux aussi armés par des gendarmes pilotes de drones, se poursuivra plusieurs jours encore. Hélas, sans rien apporter de significatif. Ces gens-là n'ont pas ménagé leur peine sous un soleil de plomb. Les plongeurs de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers unissent leurs efforts pour sonder mares, lacs, rivières, ruisseaux, puits et points d'eau. Une cartographie des plus précises ne laisse rien échapper, sait-on jamais. Mais pour eux non plus, rien n'est découvert, pas même un infime indice, une toute petite trace. En haute montagne, le temps passant malheureusement et chaque jour accroissant l'inquiétude de la famille,
Les gendarmes des pelotons de gendarmerie de haute montagne, les PGHM, ratissent les endroits inaccessibles aux gens non équipés. Peut-être que l'enfant a marché jusque-là, mais rien non plus de ce côté-ci. D'autant que les médecins, dont une équipe médicale du SAMU départemental, présente sur place très régulièrement dès le début des investigations, se montrent sceptiques quant à la survie d'un enfant de cet âge-là en milieu hostile. La chaleur est tenace chaque jour qui passe. Il n'y a pas de précipitations attendues. Et paradoxalement, les nuits sont très fraîches. Sans compter les risques avérés de chute, de blessures ou d'imprévus de toutes sortes. Le mardi 25 juillet, aucun élément nouveau n'est venu étayer l'enquête judiciaire ouverte et les recherches toujours en cours, même si ce dernier dispositif a été progressivement allégé. L'intervention récente est menée sur plusieurs jours d'une section de personnel militaire hautement spécialisée dans la découverte et la fouille de caches en milieu hostile. Espoir des enquêteurs de la gendarmerie et du parquet, toujours très largement investis, n'a pas apporté non plus de réponse positive. À croire que ce petit garçon s'est volatilisé. Précisons par honnêteté intellectuelle que l'hypothèse de l'enlèvement, opérée par un tiers, a bien évidemment été étudiée en détail par les enquêteurs. Si elle reste plausible, rien cependant ne vient la conforter à ce stade des investigations judiciaires. Au contraire même, la famille est désargentée et totalement inconnue. La route de montagne, délicate d'accès et en cul-de-sac, et se déplacer ici nécessite forcément une bonne connaissance des lieux et du terrain, et tout véhicule étranger ou non connu est très vite repéré. Rappelons, si besoin était, qu'il y a tout juste une vingtaine de maisons et 125 habitants à l'année dans ces deux hameaux, et guère plus dans les villages environnants. Tous étant de surcroît agriculteurs, fermiers ou retraités, de ce fait vivant beaucoup dehors, surtout l'été et par beau temps. Et il n'y a eu aucune revendication d'aucune sorte, qu'elle fût financière ou vengeresse. Un banal accident alors ? Pourquoi pas ? Tout reste possible. Toute piste ouverte doit être vérifiée. Et là aussi, l'hypothèse a très sérieusement été étudiée. Mais les mêmes raisons entraînant presque toujours les mêmes réflexes primaires des habitants, toute voiture suspecte, tout engin agricole, tout autre véhicule non connu, évoluant ici hors les moments prévus et aussitôt repérés, remarqués et signalés. Certes, il y a bien eu ce bruit, tout à coup, persistant et malsain, qui courait sur un jeune agriculteur, âgé tout juste de 17 ans, qu'on disait voir et entendre circuler souvent trop vite dans les ruelles du hameau. La vitesse y est limitée à 30 km/h par arrêté municipal. On le dit aussi d'un caractère fort et entier. Il aurait eu une altercation avec le grand-père quelques jours auparavant, mais aussi le matin même de la disparition, pour des travaux de voirie, semble-t-il mal nettoyés. Mais cela n'explique rien. On sait que cela arrive de temps en temps dans les campagnes où l'on parle directement aux autres quand on a un grief à leur faire. Généralement sans rancune et sans suite. Et, comme pour conforter cette thèse, rien dans les expertises, vérifications, étalonnages, comparaisons, planning épluché, itinéraire vérifié, étude détaillée de la téléphonie, ne vient, à ce jour du moins, confirmer cette hypothèse scabreuse. On entre là dans un temps long de l'enquête judiciaire. Il va falloir analyser et comparer des centaines d'ADN prélevés,
également des centaines d'empreintes digitales à affiner et à discriminer, reconstituer, suivre, comparer et observer plus de 1600 lignes téléphoniques distinctes, repérées au Haut-Vernay lors des jours encadrant le fameux samedi de la disparition inquiétante. Suivre le déplacement de plusieurs dizaines de véhicules sur un temps assez long. Vérifier des adresses recueillies, localiser des gens passés ici durant le mois de juillet. Un travail de fourmi auquel les gendarmes enquêteurs s'attellent sans rechigner. C'est le job et ils vont le faire. Alors, avec l'accord du parquet de Digne, les recherches prennent un autre tour, bien plus macabre et plus glauque. Les enquêteurs de la gendarmerie se résolvent à mettre en piste des chiens tout particulièrement spécialisés dans la recherche et la découverte d'ossements, de restes humains et de sang. Tout à chacun sent bien qu'on franchit ce jour-là un cap. L'espoir de retrouver le petit Émile vivant s'amenuise de jour en jour. On a bien sûr fait vérifier par logique de recherche judiciaire, et l'espoir étant toujours là malgré tout, les gares routières, les gares de chemin de fer, les trains régionaux, les aérodromes et les aéroports, les ports et les ferries, péages d'autoroute, bref, tout endroit où l'enfant, seul ou accompagné, aurait logiquement attiré l'attention de quelqu'un. Mais ici encore, l'espoir n'est pas au rendez-vous. Le lundi 7 août 2023, la famille du petit Émile se constitue partie civile auprès des 2 juges d'instruction en charge de l'information judiciaire qui a été ouverte, dans la suite logique du développement judiciaire de l'affaire. D'abord à Digne-les-Bains, puis sous peu à Aix-en-Provence. Par l'intermédiaire de leur avocat, ils auront ainsi accès à l'ensemble des pièces du dossier, connaîtront ses avancées et l'ampleur des investigations déjà menées. Régulièrement aussi, les 2 magistrats se devront de les recevoir et de les tenir informés. Signalons aussi que la famille reçoit beaucoup de soutien par message et par courrier. Ils viennent de France bien sûr, mais aussi de l'étranger. Bien des gens pensent qu'ils auraient pu être ces parents-là, marqués par la fatalité. Les parents ont lu tous ces messages, y ont répondu. Croyants, pratiquants affirmés, ils se raccrochent à toutes les branches, parfois les plus invraisemblables, tel cet homme qui les a marqués à la sortie d'un office un dimanche, en se mettant à genoux devant eux et en voulant prier avec eux, informé par des voix mystérieuses. C'était un prêtre évangélique marseillais, connu et identifié, informé par des sources familiales venues de Madagascar. Tout cela est brumeux et ne mène guère très loin, mais cela suffit à les ébranler et à les déstabiliser durablement. Le lundi 21 août 2023, 1 mois et demi après la disparition de l'enfant, l'information judiciaire est requalifiée en enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire sur mineurs de moins de 15 ans. Elle est de facto confiée à 2 juges d'instruction du parquet d'Aix-en-Provence, où est installé un pôle judiciaire criminel, ce qui n'est pas le cas à Digne-les-Bains. L'apprenant, beaucoup ont été vite en besogne, trop vite, et ont cru, à tort malheureusement, que la justice avait enfin trouvé quelque chose, arrêté un suspect. Idéalement, on ne prête qu'aux riches un coupable idéal. Pour eux, l'affaire était réglée et on allait voir ce qu'on allait voir. Ils ont été déçus. En effet, il ne fallait voir là rien que de très normal. C'est simplement l'adaptation du cadre d'enquête, donnant encore plus de moyens et de possibilités aux enquêteurs de la gendarmerie. Ni plus ni moins. Et c'est habituel en matière judiciaire, dans ce genre de dossier complexe et épineux. Parallèlement, l'observateur attentif notera qu'on ne parle plus, malheureusement, de disparition inquiétante d'un mineur et que l'espoir de retrouver l'enfant en vie, du moins dans sa région d'origine, est quasi nul désormais. L'hypothèse criminelle se renforçant de jour en jour. Le mardi 29 août 2023, Marie et Colombo, les parents du petit Émile, résolus à briser le silence auquel ils s'étaient astreints,
s'expriment pour la toute première fois dans un entretien qu'ils accordent au magazine Famille chrétienne. Par ce biais, ils entendent répondre à des allégations sulfureuses les visant, quant à leur passé et l'éducation de leurs enfants. La rumeur folle, infondée, persistante et parfois dévastatrice. Jusqu'à début du mois de septembre, pour notamment permettre aux enquêteurs de travailler dans la sérénité, mais pas que, le maire du Vernet avait été contraint de prendre un arrêté municipal limitant drastiquement l'accès aux hameaux et aux villages. Après le 8 septembre, le calme étant désormais revenu, l'arrêté n'a pas été reconduit. Plus besoin, dira le maire. Le vendredi 8 septembre 2023, le périmètre d'investigation s'élargit autour de la commune du Vernet. Les gendarmes enquêteurs relèvent les pistes des personnes hébergées dans les hôtels, gîtes, campings, auberges de jeunesse, résidences locatives, locations de particuliers de toutes les communes situées dans un rayon de grosso modo 20 km alentour. Et ce, dans un créneau d'une quinzaine de jours environ, avant et après le samedi 8 juillet. Car, à ce stade, aucune hypothèse n'est laissée au hasard. Tout sera vérifié et analysé. Véhicules, déplacements, téléphonie, habitudes, présence ou absence des lieux le jour du drame, composition familiale, attitudes jugées suspectes ou inhabituelles. Le mardi 12 septembre 2023, dès le matin, une grosse agitation règne dans le village du Vernet, qui, l'automne arrivant doucement oblige, avait repris sa torpeur de septembre. Là encore, les curieux pensaient tenir une nouvelle piste. En effet, au moyen d'engins et d'entreprises de travaux publics nets d'outils spécialisés, les gendarmes enquêteurs fouillent une dalle de béton qui avait été coulée dans des moments proches de la disparition du petit Émile. Une entreprise extérieure dans laquelle travaillaient 2 ouvriers de nationalité bulgare œuvrait ici. On ne connaissait ni l'entreprise ni les ouvriers. Et un jour, le travail commandé achevé, ils sont partis. Alors on a vite fait de spéculer. Pourquoi ces gens-là ont-ils fait appel à cette entreprise ? C'est l'émotion au village et le temps est suspendu à la découverte éventuelle de quelque chose. Mais le soir venu, il faut une fois de plus se rendre à l'évidence. La pression est retombée et il n'y a plus de suspense. Il n'y a pas d'ossement ou de reste humain sous cette dalle. Mais ténus et particulièrement méticuleux, les enquêteurs avaient suivi la logique judiciaire de tout vérifier point par point. Curieusement, nous verrons que les gendarmes ne lâchent pas si vite cette piste, et elle reviendra sur le devant de la scène en mars 2024. Alors que les premières fouilles de l'automne avaient été menées avec du matériel déjà qualifié de très performant, tout est repris à la base à cette date-là du début du printemps. Même agitation, même fouille, même destruction opérée sur la dalle de béton et ses fondations, plus profonde peut-être, plus vaste aussi. Du moins, le suppose-t-on car personne n'a le droit d'approcher. Dans la foulée, les autorités judiciaires de Sofia et la police judiciaire bulgare sont saisies par la chancellerie. Des investigations vont être menées sur ces personnels et leurs liens avec l'entreprise de maçonnerie. Cela, bien sûr, ne préjuge nullement d'une quelconque culpabilité. Et, comme dans toute matière judiciaire, il faut laisser le temps faire son œuvre. C'est là un des avantages de la coopération judiciaire européenne, mais aussi de pays à pays, par le biais de conventions de réciprocité. Une semaine plus tard, alors que les chênes verts ont viré à ce joli teint orange automnal qui leur va si bien, des gendarmes plongeurs, tous spécialistes judiciaires subaquatiques venant d'unités spécialisées, sondent et fouillent à nouveau les lacs environnants. Le temps et les conditions météorologiques auraient en effet pu faire remonter un corps depuis le temps de la disparition. Mais leurs efforts ne seront pas récompensés. Là encore, la piste, une fois vérifiée, sera abandonnée.
À la mi-octobre, des perquisitions sont menées ici au Vernet, ailleurs dans le département des Alpes de Haute-Provence et dans 6 autres départements métropolitains. C'étaient en fait des vérifications multiples à mener pour clore des hypothèses non viables. Le mardi 7 novembre et le mercredi 8 novembre 2023. On est 4 mois tout juste après la disparition de l'enfant. Nouvelle agitation et d'importance au village du Vernet. Là, toute la journée durant, 36 maisons appartenant toutes à des résidents permanents des lieux ou à des propriétaires de résidences secondaires sont perquisitionnées. Des équipes constituées par plusieurs gendarmes, tous officiers de police judiciaire, se relaient de maison en maison, de ferme en ferme, de dépendance en dépendance. Mais une fois de plus, on apprendra le soir venu que ce n'est que le cours normal de l'enquête. Des éléments recueillis bien en amont doivent encore être vérifiés et comparés, notamment dans les domaines numériques et informatiques. Rien de plus donc à ce stade. Et le temps passe. Ça y est, l'automne est là, sur le Vernet. Les premières gelées matinales n'ont pas tardé à blanchir la lande et la campagne. Les sommets alentours blanchissent des premiers flocons tombés à plus de 2500 mètres. Il ne reste dans les hameaux que quelques résidents permanents et de rares chasseurs autorisés. Comme si les lieux étaient un temps soit peu maudits. Le vendredi 24 novembre, c'est l'anniversaire du petit Émile. Il a 3 ans aujourd'hui, mais hélas, il ne soufflera pas ses bougies. Les parents lancent un nouveau message via l'hebdomadaire Famille chrétienne. En parallèle et très discrètement, à l'abri des indiscrétions des caméras ou des micros déployés par les médias, les 2 juges d'instruction et la quinzaine de gendarmes enquêteurs réunis au sein d'une cellule de travail dédiée exclusivement à cette enquête hors norme poursuivent inlassablement leur investigation, sans jamais perdre le cap ni communiquer. Le jour de Noël 2023, un lundi qui devrait être joyeux, les parents d'Émile, en proie à un chagrin immense, sortent de leur silence et lancent un nouvel appel déchirant, par le biais des médias. Ils supplient qu'on leur rende leur enfant. Ils espèrent encore et c'est tout à leur honneur. Début janvier 2024, les 2 magistrats instructeurs et les gendarmes enquêteurs font le point. C'est nécessaire pour rester serein, le plus serein possible. Ils ont lu et relu l'épaisse procédure, revu la famille, les proches, les experts. 2 hypothèses émergent quand même. Les autres, avant toutes, étaient vérifiées et remisées. Soit l'enfant s'est égaré tout seul, profitant de s'être échappé à un moment de la surveillance de ses grands-parents et a fait une mauvaise chute dans un espace contigu, quasi impossible d'accès, mal repéré. Rappelons qu'il n'avait que 2 ans et demi, trottinait gentiment comme un enfant de son âge, curieux de tout, sans vraie conscience du danger qu'il pouvait ainsi courir, sur les chemins et routes entretenus, mais qu'aller plus loin, dans les chemins, landes, champs et forêts, peu représentés pour ce petit gabarit. Chaussé de simples chaussures d'enfant, un véritable défi. Cette hypothèse avait très vite été prise en compte. Mais les gendarmes spécialisés en haute montagne, les habitants du village et des villages alentours, connaissent les lieux comme leur poche. Et c'est un fait que le petit Émile n'a pas matériellement pu couvrir de grandes distances entre le moment de sa disparition et le temps de l'alerte. Soit il y a eu intervention d'un tiers, par enlèvement, programmé ou non, ou par accident.
Là aussi, tout ce qu'il est possible d'imaginer, en tenant compte des lieux et des circonstances, a été listé, vérifié, revérifié, testé, analysé, scruté, observé en détail. Il est évident que cette hypothèse est la plus cruelle pour les parents et particulièrement complexe pour les enquêteurs de la gendarmerie. L'expérience judiciaire montre de surcroît que si c'est bien organisé, ça peut hélas fonctionner. À titre de comparaison réaliste, repensons simplement à l'enlèvement le 9 janvier 2003 de la petite Estelle Mouzin, dans le village de Guermantes en Seine-et-Marne, à la tombée de la nuit. Là aussi, d'immenses moyens de recherche avaient été mis en œuvre. En vain. La petite fille avait très vite été transportée dans les Ardennes par un redoutable prédateur. Mais, néanmoins, les lieux à Guermantes n'étaient pas les mêmes, presque aisés, si l'on peut le dire ainsi, sans blesser quiconque. Pour lors, l'enquête reste ouverte et ne privilégie aucune piste. Retournons aussi que la plus grande prudence et le silence respectueux accompagnent désormais et de plus en plus magistrats et enquêteurs dans ce type d'enquête. Gardons donc plein espoir. Le samedi 25 juin 1983, un petit garçon âgé de 10 ans disparaît sur la très célèbre route Napoléon dans les Alpes de Haute-Provence. Si c'est déjà l'été avec son soleil qui brille et ses journées chaudes et sèches, ce n'est pas encore tout à fait la pleine saison touristique sur cet axe majeur reliant Grenoble au sud de la France, en passant par les grands cols alpins et les célèbres et pittoresques gorges du Verdon, offrant des vues à couper le souffle et des paysages grandioses aux amoureux de la nature et des Alpes. Mais tout de même, la route reste toujours fréquentée, quelle que soit la saison de l'année. Touristes, randonneurs amoureux de la nature et de paysages à couper le souffle s'y pressent en une noria incessante, inarrêtable dans quelques jours à peine. Tout comme le petit Émile à l'été 2023 et le petit Yanis Moret en 1989 à Ganagobi, cet enfant, un de plus, disparaîtra lui aussi dans ce petit département touristique et qui paraît être sans histoire, là où rien de grave n'a l'air de se passer. Et pourtant, revenons donc sur ce que nous savons. Et comme souvent, nous n'avons que trop peu d'informations objectives sur les faits qui ont tout de même entraîné un premier procès criminel en 1992 avant que l'affaire ne soit finalement récupérée l'an passé, peu après sa création par le pôle Colcaise du parquet de Nanterre. Fort logiquement, c'est le mardi 21 février 2023 que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le département des Bouches-du-Rhône, a annoncé son dessaisissement dans l'affaire de la disparition de Mathieu Holbert au profit de ce pôle. Ce transfert est un réel espoir pour les parents du jeune garçon. Le dossier n'est pas clôturé et les investigations ne sont pas encore abandonnées, car à la lumière des nouvelles techniques scientifiques mises en œuvre et à la relecture du dossier à froid avec un temps de recul avéré, il apparaît que certaines pistes n'ont peut-être pas été suffisamment explorées et travaillées. Parmi toutes ces pistes, celle des disparus de l'Isère, un département voisin où le nombre de jeunes enfants disparus dans ces décennies-là avait carrément explosé. Vers 14h30 à la bâtie de Péroul, d'où il vient tout juste de partir, le jeune Mathieu marche désormais sur le bas-côté de la route, ombragé de pins par endroits entre Castellane et Péroul. Comme prévu, il a laissé son vélo contre une cabane pour abandonner la route et grimper
par les prairies herbeuses. Il est vêtu d'une salopette en jeans et coiffé d'un chapeau blanc, s'en allant vers le col de Luhans à 1054 mètres d'altitude en marchant bien. Il a à peu près 2 kilomètres à faire. On est à 2 pas de Castellane, cette petite sous-préfecture de 1500 âmes à l'année, la plus petite de France en fait. Lise et Philippe Olbert ne sont pas du sérail, les Parisiens comme on les surnommait alors, qui travaillaient respectivement au Conservatoire national des arts et métiers pour elle et comme programmeur informatique pour lui, venaient très régulièrement en vadrouille dans les gorges du Verdon. Et la région leur plaisait tellement qu'ils ont décidé de changer de vie. Ils s'installent avec le petit Mathieu, sans doute porté par le mouvement de retour à la terre qui a marqué la France dans les années 1970 et 1980. Ils trouvent la parcelle de la Bâtie à Péroul, située à quelques kilomètres de Castellane, et l'acquérèrent. Ils cumulent activités agricoles et chantiers. Petit à petit, après des travaux de maçonnerie, puis une première, une deuxième et une troisième vache, ils finissent par s'installer. Il y a encore du travail, et les 2 jeunes gens ne rechignent pas à la tâche. Comble de malchance, ce jour-là, le véhicule, pas tout neuf il est vrai, de Philippe et de Lise, ses parents qui souhaitaient le conduire tout là-haut, est en panne et refuse obstinément de démarrer. Ce qui explique le départ à pied du jeune garçon, finalement accepté par les parents. Là-bas, il doit retrouver un camarade et également rejoindre un berger qui l'attend pour monter aux alpages pour la transhumance. Il passera la nuit à l'alpage, ce sera la première fois, et il s'en réjouit. Mathieu rêve de faire cette ascension, de passer la nuit sous ce beau ciel étoilé et de redescendre dès le lendemain. Mais il ne rejoindra jamais ce berger et son troupeau qui lentement gravissent les champs pentus pour monter tout là-haut. Il commence à grimper allègrement en direction du col de Luhans, où un garagiste pense l'avoir aperçu cet après-midi-là. 500 mètres plus loin, encore toujours sur la route, 6 marchands de fossiles sont installés pour la journée en bordure de la nationale et attendent les curieux et les clients potentiels. Eux, par contre, diront n'avoir jamais vu Mathieu passer. Et ils étaient 6 tout de même. En l'espace de quelques centaines de mètres, l'enfant s'est volatilisé. Mais la disparition de ce petit garçon mettra du temps à se savoir. Et pour cause, les parents Olbert travaillent tous deux sur un chantier à Péroul. En rentrant le soir vers 19 h environ, Lise appelle à plusieurs reprises le berger, un dénommé Robert Ricard, pour avoir des nouvelles. L'homme décroche finalement et, surpris, annonce que Mathieu n'est jamais arrivé jusqu'à sa ferme pour prendre le départ de la transhumance. Mais le berger ne s'était pas inquiété outre mesure car les parents de Mathieu étaient passés le voir vers midi ce samedi pour lui dire qu'ils n'étaient pas sûrs et certains que le petit garçon le rejoigne finalement. Philippe lui discute pendant ce temps-là avec Georges Augier, un voisin à quelques pas de la maison. Les recherches ne démarreront donc qu'après 19 h, à la nuit presque venue, et la gendarmerie ne sera visée qu'à cette heure fort tardive de la soirée. Des recherches sont lancées directement avec les moyens de la gendarmerie, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers locaux et départementaux et un chien pisteur. Des habitants du coin se joignent aux fouilles, sans succès. Le dimanche 26 juin 1983, une demande de diffusion nationale est transmise par la gendarmerie de Castellane. Le lundi 27 juin 1983, un très fort orage éclate sur toute la région et contraint à l'arrêt des recherches durant 3 jours. Tout est inondé et bouleversé par des torrents d'eau et de boue, et hélas, toujours aucune trace de l'enfant.
Le vendredi 1er juillet 1983, une information est ouverte par le parquet de Digne-les-Bains pour enlèvement par fraude ou violence d'un mineur de moins de 15 ans. C'était l'appellation juridique de l'époque. Dès le début, l'enquête patine et s'enlise dans des contradictions aujourd'hui impensables. Mais il en était encore ainsi en 1993. On resserre toujours aux parents le sacro-sainte idée d'une fugue, mais les parents de Mathieu connaissent bien leur fils et n'y croient pas un instant. Alors, se sentant un peu abandonnés et décidant de ne plus compter que sur eux-mêmes, ils prennent alors les devants, collent des milliers d'affiches partout dans les magasins, sur les abris de bus, dans les gares ferroviaires et routières, dans les lieux de passage fréquentés, etc. Dans la foulée, ils créent même une association qu'ils baptisent SOS Enfants Disparus, pointant sévèrement du doigt le délai beaucoup trop long de 3 semaines que doivent alors respecter scrupuleusement les enquêteurs judiciaires de la gendarmerie avant de diffuser un appel à témoins à l'échelle nationale. Telle était en effet la règle en vigueur dans tous les parquets de France en ces temps-là, pas si éloigné de nous finalement. Fort heureusement, nous avons fait du chemin depuis. Les premières recherches menées n'ont rien donné. Des battues ont certes été organisées près de la route, cette fameuse route nationale 85, dite route Napoléon, aux abords, mais le relief escarpé et la végétation touffue en ce plein été, ne favorisant guère les recherches et la découverte d'indices ou d'objets ayant appartenu à l'enfant. Petit à petit, le temps va passer, immuable et terrible pour les parents. Pourtant, au cours des mois qui suivent la disparition, des éléments et témoignages troublants font jour petit à petit. 2 femmes de Canoise disent notamment avoir aperçu le petit garçon en compagnie d'un homme, mais l'information, une fois vérifiée, les 2 femmes entendues, ne donnera finalement rien. Plus intrigant encore, les parents de Mathieu et la sœur de Lise venus les soutenir, alors qu'ils sont occupés au foin dehors dans les champs, reçoivent un jour, c'était le samedi 9 juillet 1983, un étrange appel téléphonique. Dans le combiné, une voix souffle à peine audible. « Allô, ici c'est Mathieu », avant que la communication ne soit brutalement coupée. Mais rien n'y fait. Les enquêteurs rechignent à mener les actes d'enquête nécessaires pour éclaircir cet élément. Précisons tout de même que les investigations en téléphonie étaient encore compliquées en ces temps-là et relevaient d'une gageure que seuls des enquêteurs déterminés et un juge d'instruction motivé pouvaient peut-être affronter. Ce ne fut hélas pas le cas. Il faut attendre 4 ans pour que l'enquête prenne enfin un vrai tournant. Le 3 mars 1987, la nouvelle juge d'instruction du parquet de Digne-les-Bains, Catherine Muller, se saisit de l'enquête. À bras le corps, pourrait-on dire, tant elle est bouleversée, et focalise les investigations sur un voisin des Holbert, surnommé Tarzan. Ce Georges Laugier, âgé de 39 ans, aurait eu un comportement très suspect le jour de la disparition du petit Mathieu. Alors que cette dernière information n'avait pas encore été signalée, le cuisinier saisonnier serait venu rendre visite aux Holbert de façon inopinée pour leur demander des nouvelles de leur fils. Il serait passé à 2 reprises, dont une fois avec son père qui pleurait. Néanmoins, Tarzan, interrogé, placé en garde à vue, nie toute implication et affirme avoir un alibi. Au moment de la disparition de Mathieu, il jouait à la pétanque avec un ami, un certain Christian Maréchal, un alibi confirmé par l'ami en question. Mais les indices quand Laugier se multiplient, dans sa voiture, les enquêteurs judiciaires font la découverte de plusieurs cheveux clairs et d'un petit sparadrap similaire
à celui que portait Mathieu à un doigt suite à une petite coupure. De plus, Christian Maréchal, visiblement mal à l'aise depuis quelque temps, revient sur sa déposition. Oui, il jouait bien à la pétanque avec Laugier le samedi 25 juin, mais celui-ci s'était absenté entre 14h30 et 16h30, à l'heure exacte de la disparition du petit Mathieu. Le 14 mai 1988, Laugier est placé en garde à vue. Puis, 48 heures plus tard, il sera inculpé. C'était le mot de l'époque, remplacé aujourd'hui par le terme « mise en examen » pour enlèvement de mineurs de moins de 15 ans. Il comparaîtra devant la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence en janvier 1992, soit tout de même 4 ans plus tard. Mais la minceur des charges pesant contre lui, peut-être jamais vraiment approfondie, permet d'obtenir un acquittement attendu. L'homme mystérieux, sauvage, connu pour son caractère rude et entier, est mis en examen et sera jugé, mais il sera finalement acquitté après 4 jours d'audience. L'enquête n'avancera pas, ou plus, pourrions-nous dire, jusqu'en 2001, où un rebondissement tout à fait inattendu va survenir. Souvenons-nous qu'un homme du pays surnommé Tarzan avait été mis rapidement en cause dans cette affaire de disparition inquiétante. Il sera mis en examen, incarcéré, peut-être un peu trop vite, dirions-nous, aujourd'hui est finalement jugé par la cour d'assises des Alpes de Haute-Provence de Digne en 1992. Mais faute de preuves irréfutables et d'éléments véritablement à charge, l'acquittement n'a pas fait l'ombre d'un doute pour cet homme des bois et des cavernes, tel qu'il est décrit par nombre d'habitants du village et de la région. Cela, néanmoins, n'en fait pas un meurtrier, et l'un des témoins de cette affaire-là va soudain se dédire et revenir sur ses déclarations. L'alibi qu'il avait fourni à l'homme des bois lui avait été extorqué. Il n'a pas, contrairement à ses premières déclarations, passé l'après-midi avec lui. Révélation inespérée qui réveilleront un dossier judiciaire au point mort, fournissant un coupable potentiel et idéal aux agissements troubles et suspects, d'autant que le profil de Georges Laugier, ce fameux célibataire de type homme des cavernes, intrigue. Mais problème judiciaire majeur, s'il en est un, l'homme avait déjà été jugé et acquitté. Aujourd'hui, la piste de l'enlèvement par un tiers, voire par les membres d'une secte, a été à nouveau soulevée, et celle d'un tueur en série, piste qui n'a jamais vraiment été mise de côté, interroge toujours les enquêteurs judiciaires. À ce jour, l'avocat de la famille de Mathieu Holbert, connu au niveau national pour son engagement dans ces cas de disparition inquiétante d'enfants ou de sévices portés sur eux, travaille d'arrache-pied pour que le cas du garçonnet ne reste pas isolé dans ce département, mais qu'il puisse juridiquement être rattaché à l'affaire des disparus du département de l'Isère, non loin. Là, en effet, une douzaine d'affaires de disparition d'enfants, dont celle parmi d'autres du jeune Ludovic Janvier, avait secoué les Alpes françaises entre 1983 et 1996. Dans cette affaire, 7 corps ont été retrouvés et 2 hommes définitivement condamnés. Certains meurtriers n'ont pourtant jamais été identifiés et certains enfants jamais retrouvés, vivants ou décédés. Philippe et Lise, courageux et déterminés, n'ont jamais baissé les bras, même si avec le temps, ils ont appris à se résigner. Difficilement, concède-t-il. Un enfant en bas âge, il n'a en effet que 3 ans, a encore disparu en France dans des conditions inquiétantes.
Nous sommes le mardi 2 mai 1989, le lendemain d'un grand pont de 3 jours. Cela s'est passé à Ganagobi, un petit village rural et champêtre du département des Alpes de Haute-Provence. Son abbaye bénédictine qui date du Xe siècle, vestige d'un ancien prieuré clunisien qui est remarquablement bien conservé. Personne ne connaîtrait Ganagobi et ses 91 habitants. Mais ce jour-là, le petit Yanis Moret, qui joue dehors avec ses frères non loin de la maison familiale, va subitement disparaître sans raison apparente. La fratrie construit une cabane. Alors que les plus grands s'écartent un instant du chantier, Yanis disparaît. Ils ne le retrouvent pas. Il est environ 10 heures du matin. Malgré des battues organisées sans tarder et qui dureront longtemps, malgré des avis de recherche placardés un peu partout, malgré une diffusion nationale tout azimut, malgré une enquête judiciaire bien menée et vite engagée par les gendarmes, rien n'y fait. Le petit Yanis ne sera jamais retrouvé. Mentionnons ici, pour être tout à fait précis, que 3 autres faits curieux et dramatiquement étranges ont déjà eu lieu dans cette même région. Un étrange crime a eu lieu dans la même région 37 ans auparavant. C'était l'affaire Dominiki, qui a tenu en haleine la France entière des mois durant. Cela s'était passé tout près d'ici, dans le village de Lurs, situé juste en contrebas de Ganagobi, mais aucun lien avéré entre ces deux affaires n'existe. Il ne serait que le fruit d'une pure coïncidence. Une disparition inexpliquée d'enfants avait déjà hanté le département des Alpes de Haute-Provence. C'est celle du petit Mathieu Holbert, alors âgé de 10 ans, qui avait disparu le 25 juin 1983 à Péroul, près de Castellane. Il n'a à ce jour jamais été retrouvé. À peine 1 an auparavant, dans la commune de la Motte, du Caire, tout au nord du département, une petite fille, Céline, avait été enlevée puis violée et tuée. C'est l'affaire Didier Gentil, Richard Romand, qui a elle aussi dramatiquement bouleversé tout le pays. Mais ne tirons de cela aucune conclusion hâtive, surtout pas, et ne voyons aucun lien entre ces diverses affaires, l'une et l'autre déjà anciennes, la troisième encore très récente, encore est celle de Ganagobi. Comme dit, ce serait pure coïncidence, d'autant que tout récemment la disparition inexpliquée du petit Émile au Haut-Vernay, dans le même département, à peine à 60 km de là, a réalimenté ces rumeurs ancestrales. À ce jour donc, dans l'affaire qui nous préoccupe, et sauf rebondissement judiciaire de dernière minute, mais auquel plus personne ne croit vraiment, aucune hypothèse n'a jamais été écartée. Il est un fait qui est terrible aveu d'impuissance. 35 ans après les faits tragiques de ce début mai 1989, Yanis demeure introuvable. Plus tard, lorsque l'espoir qui n'a jamais vraiment disparu, mais est revenu un peu moins fort, au fil du temps qui passe, la famille Moret quittera le village pour aller s'installer à Carpentras, dans le département voisin du Vaucluse. Le malheur va les frapper encore. Un autre de leurs garçons décédera à l'âge de 16 ans dans un accident de la circulation routière avec un camion en cause. Revenons donc aujourd'hui sur ce que nous savons, et nous en savons trop peu en réalité, de cette disparition inquiétante d'un enfant en bas âge. Preuves et témoignages à l'appui. Nous sommes dans le département des Alpes de Haute-Provence qui s'appelait jadis les Basses-Alpes, très précisément à Ganagobi, un petit village provençal de 91 habitants à peine, perché à 530 mètres d'altitude moyenne, au-dessus de la Durance,
est composée de 3 hameaux et d'une abbaye perchée sur un plateau de marne et de grès. La famille Moret habite justement le hameau de Belvédère, à 2 pas du centre du petit village. Cela fera bientôt 2 ans que Gérard et Pascaline se sont installés ici avec leurs 4 enfants. Lui travaille dans l'industrie automobile, elle, pour le moment, élève les enfants. Elle voulait être coiffeuse, plus tard peut-être. Il fallait se reconstruire. L'ancienne route nationale 96, appelée aussi route Napoléon, devenue aujourd'hui la route départementale 4096, y passe amenant toujours son flot de curieux et de touristes, surtout quand il fait beau et chaud. La route passe par des paysages magnifiques et traverse des villages remarquables. Non loin de là, passe également la nouvelle autoroute A51 qui doit à terme relier Marseille à Grenoble via Sisteron et Gap et ainsi désenclaver le département et cette magnifique région sauvage et montagneuse. Aujourd'hui, elle s'arrête à la Saulce, entre ces 2 dernières villes. Mais en mai 1989, les automobilistes pressés devaient encore quitter l'autoroute à Manosque, tout au sud du village, le reste du tronçon étant encore en chantier. Il fait beau ce jour-là et les enfants Moret, 4 garçons de 5 à 9 ans, jouent dehors, non loin de la grande maison familiale. Ils ont décidé de construire une cabane. Parmi eux, Yanis, le dernier-né, qui n'a pas encore 3 ans, n'est pas le moins vaillant, car l'enfant est plein de vie, avec de belles joues rondes, des cheveux châtains et un air malicieux, un très bel enfant. La maman les surveille depuis la fenêtre de sa cuisine, tout en vaquant à diverses occupations. Et ici, au bout du monde, il ne se passe rien. On se dit en sécurité. Pensez donc, la moindre voiture est vite repérée à des kilomètres à la ronde. L'abbaye n'a pas encore pris son rythme de visite et de retraite spirituelle. Il y a très peu de monde justement, alors que les plus grands de la fratrie, le temps d'un instant, vont chercher des outils, le petit Yanis s'éclipse et disparaît. On ne le reverra plus. On le croit jouant à cache-cache, mais la blague tourne court. Malheureusement, il n'est plus là. Les parents alertés, les voisins rameutés à la hâte. Les frères et sœurs cherchent tous ensemble, en vain, dans la maison, aux alentours, se lancent à pied et en voiture, sur les chemins vicinaux et ruraux qui partent d'ici. On appelle l'enfant, on crie son nom partout, mais leurs efforts n'aboutissent pas. On a très vite vérifié l'hypothèse du gamin qui voulait aller voir les chiots du voisin. L'enfant n'y a jamais paru, en fait. Et le fol espoir d'un instant a fait pchit. Autre piste exploitée, puis finalement abandonnée faute de preuves. Au-dessus de la cabane, il y a un sentier pédestre qui offre la possibilité de stationner un véhicule à proximité et de repartir ensuite par le haut, en évitant le village. Mais pas de traces de pneus ou de pas. Les herbes ne sont pas foulées. La piste est assez peu praticable. Il faut bien la connaître. Alors avant midi, les gendarmes sont prévenus. Une première patrouille de la brigade territoriale des Mets, territorialement compétente et détournée de son activité quotidienne, se rend sur les lieux, vite renforcée par les gendarmes d'autres unités proches, Pérouy, Château-Arnaud, Saint-Auban, Oraison, Sisteron et Fort-Calquier. L'officier de gendarmerie commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Digne-les-Bains arrive également sur les lieux après les premiers comptes rendus qui lui avaient été adressés. Il était accompagné de plusieurs personnels de la brigade des recherches locales et prend le commandement des opérations de recherche. Auparavant, il a pris soin d'aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance, aujourd'hui on dit le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains,
du peu d'éléments dont il dispose pour lancer les recherches et démarrer l'enquête judiciaire. Le service départemental et de secours des Alpes de Haute-Provence est également présent sur les lieux avec divers personnels à bord de plusieurs véhicules. Certains de ces véhicules 4x4 judicieusement utilisés dans ces chemins escarpés et raides de moyenne montagne, là où les autres ne passent pas. Dans le malheur qui semble frapper ce petit village, il y a une lueur d'espoir, il fait plein jour, il n'est pas tard, à peine midi passé, et le temps est beau et sec sur toute la région. Il n'y a pas une minute à perdre pour mettre en place un important dispositif de recherche. Pendant 6 jours entiers, des battues sont conduites en plaine, dans les prés et dans les forêts toutes proches, chacune sous la conduite d'un gendarme ou d'un sapeur-pompier. De nombreux habitants du hameau et des villages voisins se sont spontanément présentés à la mairie de Ganagobi pour offrir leur aide, car dans ces pays ruraux, la solidarité et l'entraide ne sont pas de vains mots. C'est la secrétaire de mairie de ce tout petit village qui va aider à coordonner les recherches, établir les listes, afficher les cartes, donner des repères. Chacun, en fait, apporte quelque chose, savoir-faire ou bonne volonté, et c'est beaucoup. Les gendarmes ont fait venir rapidement 2 chiens de recherche. Le temps beau et sec, la variété des effets vestimentaires du petit garçon, prélevés dans la maison familiale, devrait les favoriser, pense-t-on. Nous verrons, hélas, le soir venu, que cela n'a guère profité à ces animaux, au flair pourtant exceptionnel. Pour le patron de la brigade des recherches de gendarmerie, au vu des éléments spontanés dont disposent les enquêteurs judiciaires, toutes les hypothèses restent envisagées. Enlèvement par un couple ou une femme en mal d'enfant en bas âge, piste d'un pédophile en chasse, délinquant ou maniaque sexuel avide de proie, enlèvement par les membres d'une secte, crime de rôdeur, affaire familiale, à accident maquillé. Le premier soir, en faisant le bilan dans la petite salle communale du village, il faut se rendre à l'évidence. On n'a rien trouvé, on n'a rien de concret. L'enfant n'a pas donné signe de vie depuis 10 heures ce matin. On a cherché partout, des traces biologiques, des traces de sang, peut-être un bout de tissu ou un jouet, même un cheveu, mais rien, absolument rien. Le dispositif des gendarmes, désormais piloté par un officier venu du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, dont le siège est également à Digne-les-Bains, et des sapeurs-pompiers du département, va dans un premier temps être allégé pour la nuit. Quelques patrouilles resteront à sillonner les grands axes et chercheront au village même, car il faut bien reprendre des forces pour pouvoir redémarrer demain à l'aube. Et le jour, en cette saison, se lève tôt, favorisant ainsi les recherches. Des avis de recherche sont lancés sur tous les médias et des affichettes sont placardées un peu partout par la famille et une armada de bénévoles. L'enfant est inscrit au fichier des personnes recherchées. On surveille les gares ferroviaires d'Oraison et de Perouy, mais aussi plus loin, comme celles de Sisteron et Manosque, et les gares routières, les grandes comme les petites, les péages autoroutes jusqu'à Lyon, les campings de la région et même plus loin, les ports aussi. Peut-être quelqu'un a-t-il vu un couple ou un homme avec un enfant de 3 ans. La rivière du Rance, qui coule en contrebas, est sondée par les plongeurs de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers. Cela ne donnera rien. On cache à la mer que la Durance est barrée de plusieurs barrages construits en aval et que ces barrages retiennent tout. Dès le lendemain matin, les premiers rayons du soleil affleurant à peine la montagne, les recherches reprennent. Il fait même les coordonner sérieusement
pour ne pas partir dans tous les sens et piétiner des endroits non encore fouillés, tant il y a de volontaires. Des militaires de la région participent également aux recherches. Certaines personnes ont spontanément fait du café, d'autres amènent du pain et de quoi se ravitailler. L'entraide toujours. Un service de minibus et de navettes quotidiennes avait même été mis en place assez rapidement pour que les habitants de Perouy, une petite ville voisine, puissent venir à Ganagobi pour participer activement aux recherches. C'était à l'initiative des deux mairies et c'était tout à leur honneur, en ces temps-là où l'on s'entraidait sans jamais se poser de questions. On a même pensé un temps que le corps de l'enfant aurait pu être caché lors de la construction de l'autoroute A51, appelée l'autoroute du Val de Durance, dont un grand chantier se tenait non loin, dans la vallée remontant vers les Mets et Sisteron, et traversant la commune de Ganagobi. Dans l'absolu, c'est possible. Les gendarmes ont vérifié tout cela. Chantier, liste des entreprises, contrôle des ouvriers, déplacement des véhicules de service des entreprises intervenantes. Mais là aussi, la piste ne donne rien. Et pour cause, la base de vie n'est pas implantée au village ou aux alentours. Le chantier n'est pas facilement accessible depuis Ganagobi, où il n'y a aucun commerce. La ville de Sisteron est bien plus proche pour les gens du chantier depuis la base de vie temporaire. Et tout le monde a le cœur à l'ouvrage sur ce chantier titanesque qu'il faut finir. Malheureusement, en ces années 1989-1990, et ce sera pareil pour les années suivantes, la vidéosurveillance est encore balbutiante en France. Il n'y a presque pas de caméras installées sur la voie publique et qui soient exploitables avec une image enregistrée. Ce n'était pas encore la règle et suffisamment nette pour être exploité par les enquêteurs des forces de sécurité. Un espoir perdu, donc, de ce côté-ci. Et puis, comme une fatalité, l'enquête s'est enlisée, doucement, faute d'avancées fussent-elles minimes, dans les méandres de la vie. Les recherches avaient été abandonnées, l'été étant passé par là. L'automne 1989 n'apportera rien de nouveau, même si on comptait sur les chasseurs parcourant le pays avec leurs chiens, on ne sait jamais. Peut-être avait-on oublié un endroit isolé, une comble difficile d'accès, un rocher, une grotte méconnue, mais non. Et puis l'hiver s'est installé, et après lui, un nouveau printemps, et un nouvel été flamboyant. Il y a aussi tous les espoirs déçus, et ils étaient nombreux, les médiums, les voyants, et les radiesthésistes, qui tous disaient savoir autant de fausses pistes. Et puis, parce qu'il le fallait bien, l'instruction judiciaire a été clôturée en 2001. Le dernier juge d'instruction en charge de ce dossier, sensible, a finalement rendu une ordonnance de non-lieu. Plus aucun élément nouveau et significatif n'étant venu relancer l'enquête. Alors là, presque mécaniquement, puisque c'est inscrit dans le droit français, la prescription judiciaire va intervenir très vite et le dossier Yanis Moret sera alors refermé. En 2014, un individu résidant alors à Ganagobi a affirmé à qui il voulait entendre qu'il savait où l'enfant était enterré. C'était en réalité les restes d'un conflit de voisinage et rien de plus. D'autres vérifications ont été menées dans le département du Var et même au Royaume-Uni, en Algérie ou encore en Belgique, sur commission rogatoire internationale. Les enquêteurs judiciaires de la gendarmerie en charge de l'enquête se sont rendus partout où une piste avait été évoquée. 4 juges d'instruction se sont déjà succédés sur cette affaire entre 1989 et 2001.
Et ce n'est pas anormal, vu les mutations et les changements de poste au sein des institutions judiciaires. Ce n'est que le lundi 1er octobre 1990, soit 16 mois exactement après la disparition de Yanis, qu'un chasseur retrouve presque par hasard, dans une zone boisée, déjà fouillée et battue à plusieurs reprises, à l'aplomb exact du prieuré de Ganagobi, des chaussures d'enfant dont les lacets sont défaits, de petites pointures en cuir gris et des vêtements d'enfant. Il les apporte sans tarder à la gendarmerie locale, car sa crainte initiale sera vite fondée. Le directeur d'enquête qui a filé sur les lieux y découvrira encore ensuite au bord d'un ruisseau sec, posé sur une touffe de thym, une médaille en or et une chaîne. À quelques mètres se trouvent des vêtements humides, un slip d'enfant, une chaussette et un anorak. Il manque une chaussette et le t-shirt de l'enfant. C'est pour le moins étrange. On fait pratiquer des constatations minutieuses. Par exemple, la tige en fer de la fermeture éclair est cassée et l'élastique du bas du survêtement semble avoir été coupé avec quelque chose de tranchant. Mais on ne peut rien en conclure, si ce n'est l'intervention d'un tiers. Il ne faut pas longtemps, bien avant les prélèvements et les analyses biologiques soient entrepris pour comprendre que ce sont en fait les chaussures, l'anorak retrouvé mouillé et les vêtements que portait le petit Yanis le jour de sa disparition. Les parents confirment sans ambiguïté, cela appartient bien au petit Yanis et il les portait bien le jour de sa disparition. Alors Pascaline, la mère, fond larmes et tout à chacun le serait de même devant un tel acharnement du sort. Plus curieuse encore que cette découverte fortuite est le fait que ces habits étaient soigneusement entreposés à 300 mètres à peine de la maison familiale, visiblement pour qu'on les retrouve. Ils ne sont ni mouillés, ni déchirés, ni abîmés, d'aucune manière. Une main qui semble anonyme avait agi de la sorte, car depuis tout ce temps-là, ils n'auraient pas pu ne pas avoir été vus ou touchés, ni altérés par le mauvais temps. Leur découverte ne permet cependant pas de relancer l'enquête de façon judicieuse. Malgré de nouvelles recherches, il n'y a ni de traces ni d'empreintes, et on ne sait pas la date à laquelle ces vêtements auraient été posés là. Peut-être un jour, 2 jours, peut-être un peu plus. Pas de suspect non plus, vu dans la région, pas de véhicules bizarres signalés aux forces de police et de gendarmerie. Les années vont passer sans rien apporter de nouveau. D'autres enfants vont disparaître. La plupart seront retrouvés. Et c'est vrai qu'on en parle plus souvent qu'avant. On s'en émue toujours plus. La société aurait-elle levé un tabou? Personne n'a en vrai la réponse. Emprunté au Federal Bureau of Investigation américain, le FBI, le vieillissement des portraits d'enfants disparus a été utilisé pour la toute première fois en France en 1992 et le petit Yanis Moret a été le premier enfant français vieilli ainsi. Sur la photo de cet enfant, maintenant âgé de 6 ans, a certes été montrée. Elle n'a pas suscité de remontée d'informations significatives. Certains ont même douté un temps du procédé. En 2019, soit 30 ans plus tard, nostalgique et un rien amer, le directeur d'enquête de la gendarmerie de Digne-les-Bains, Gérard Puig, se souvient encore et confiera à des journalistes qui l'interrogent. On a fait tout pour pouvoir arriver à trouver la solution, mais on ne la trouve pas. On se dit que quelque part la solution existe, mais on ne l'a pas trouvée. L'échec, ça ne s'oublie pas. C'est pour cela
que l'on l'oublie plus. La mère Pascaline se bat toujours encore avec le courage des désespérés. Elle confiera à des journalistes à l'occasion de la journée internationale des enfants disparus, célébrée dorénavant tous les 25 mai, c'est toujours aussi difficile, aussi présent. Le pire, c'est de ne pas savoir comment ça s'est passé, où il est, s'il est vivant, s'il est mort. C'est ça qui est le plus difficile à accepter. Je crois que jusqu'à la fin, ce sera toujours pareil. Tout ce qu'il reste à Pascaline, la maman de cet enfant disparu, aujourd'hui âgée de 64 ans et exerçant comme coiffeuse, ce sont ses seuls souvenirs et 3 gros cartons administratifs de la vie de Yanis, stockés sur une étagère du greffe d'un palais de justice.